Donc, l'agrégat d'une manière générale, c'est-à-dire regroupe un ensemble de moyens de paiement en fonction de leur liquidité. Mais ils ne permettent pas de rendre compte de l'origine de la création monétaire. C'est-à-dire, les billets en circulation, par exemple, les billets 200 dirhams, 50 dirhams, ainsi de suite. C'est quoi leur origine? Comment ils ont été créés? Si on va prendre juste l'agrégat, on va juste quantifier le nombre ou le montant, le nombre de billets en circulation. Alors que leur origine, on ne sait pas. N'est-ce pas? Donc, les contreparties nous donnent une idée sur l'origine de la création de ces billets-là. C'est ça les contreparties. Les contreparties nous donnent les origines ou l'origine de la création monétaire, qui est la transformation des créances en moyens de paiement. Par exemple, lorsque une personne s'adressait à une banque pour avoir un crédit, et supposons que la banque va lui donner ce crédit-là, qu'est-ce qu'il va faire la banque? Il va augmenter son compte. Il va créditer son compte. Du montant, par exemple, de 10 000 dirhams. N'est-ce pas? Donc, cette personne-là, il peut utiliser ces dépôts-là pour faire les achats, pour payer les dettes, ainsi de suite. Donc, dès qu'il va utiliser les dépôts, donc, on aura une augmentation de la circulation des moyens de paiement dans l'économie. C'est la création monétaire. Mais derrière les billets, c'est les crédits, c'est les créances. C'est ça l'origine, c'est ça les contreparties. Les contreparties, c'est l'origine de la création monétaire, c'est l'origine, par exemple, de la création des billets, des pièces, ainsi de suite. On va voir les principales composantes de ces. On appelle donc contrepartie de la masse monétaire les créances correspondant aux agrégats. Les créances correspondant aux agrégats. Par exemple, l'agrégat M1, elle contient les billets, la monnaie divisionnaire. Mais comment ils ont été créés les billets? Grâce, par exemple, aux opérations de crédit, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, ils sont regroupés selon l'origine. On a deux types de contreparties. Les contreparties externes et les contreparties internes. Les contreparties externes, on a les créances nettes, bonjour. Les institutions de dépôt. Oui, bonjour. Oui. Donc, les créances nettes des institutions de dépôt sur les non-résidents. Et pour les contreparties internes, nous avons les créances nettes sur l'administration centrale, les créances des institutions de dépôt, les ressources à caractère non monétaire des institutions de dépôt, autres postes nets. On va discuter chaque catégorie. Mais avant c'est-à-dire de discuter ces composantes-là, voici d'une manière générale M3. M3, c'est la masse monétaire au sens large. Et nous avons déjà défini la masse monétaire, c'est quoi? C'est M2 plus les autres actifs ou là les autres actifs monétaires qu'on a déjà discuté dans la partie des agrégats. Donc, mais maintenant, c'est les contreparties. C'est-à-dire, en contrepartie de ces billets et de ces dépôts et de ces comptes à terme, voici l'origine de leur création. C'est les avoirs extérieurs nets. C'est quoi les avoirs extérieurs nets? On va discuter cette partie-là aussi. Plus les créances nettes sur l'administration centrale, plus les créances sur l'économie, moins les ressources à caractère non monétaire, plus autres postes nets. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme de la contrepartie, M3, c'est les réserves internationales nettes, plus les créances nettes sur l'administration centrale, plus les créances sur l'économie, moins les ressources à caractère non monétaire, plus autres contreparties de la M3.
On va, c'est-à-dire, discuter chaque composante. Maintenant, on commence par la première composante, qui est les avoirs extérieurs nets, les contreparties externes. D'une manière simple, pour vous expliquer, c'est-à-dire cette partie-là. Regardez. Supposons un exportateur marocain qui exporte ses marchandises à l'Europe. Donc, il va recevoir en contrepartie les devises, l'euro. Donc, il va déposer ces devises-là chez sa banque. Donc, la banque commerciale, puisqu'il a des relations avec la banque centrale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi déposer donc, les devises auprès de la banque centrale. Donc, la banque centrale va faire travailler sa planche à billets et créer la monnaie nationale contre ces devises-là. Donc, on aura une création monétaire. Maintenant, supposons l'inverse. Cet exportateur-là a besoin quand même c'est-à-dire des produits importés pour qu'il puisse fabriquer les produits d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va importer. شكون اللي شعل الميكرو ديالو يطفيه s'il vous plaît. زينب Oui, monsieur. شكون اللي شعل الميكرو ديالو؟ Non, personne. لميا شكون اللي شعل الميكرو ديالو؟ Lamia, est-ce que vous m'entendez? شكون اللي شعل الميكرو ديالو؟ Aucune personne. Donc, ça fait, s'il vous plaît, fermez les micros. Donc, on avait dit que... Donc, pour le dernier exemple, ça veut dire lorsque c'est-à-dire cet exportateur-là veut importer des matières premières de l'Europe, donc il va les payer avec les devises. Donc, pour avoir ces devises-là, elle va se déplacer chez sa banque et demander les devises. Et en contrepartie aussi c'est-à-dire à son tour, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher les devises auprès de la banque centrale. La banque centrale va sortir les devises en stock pour satisfaire la demande de la banque. À ce moment-là, on dit qu'il y a donc une sortie des devises, une destruction de la monnaie. Donc c'est ça ce qui reflète l'importance du rôle de la banque centrale pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. Donc ce sont les créances sur l'extérieur aux devises étrangères qui mesurent l'incidence du solde des transactions courantes, de la balance des paiements et du solde des mouvements de capitaux à court et à moyen à long terme des agents non financiers sur les avoirs monétaires dirigeants. S'il vous plaît. Des agents non financiers sur les avoirs monétaires des résidents. Par exemple, chaque importation effectuée par le Maroc entraîne une sortie de devises. Donc, comme l'exemple qu'on vient c'est-à-dire de citer, l'exemple de cet exportateur qui va acheter les شكون كيبرزطنا تماك دابا شكون كيبرزطنا هنا ça va بخير الله يحفظك. S'il vous plaît, tu m'as les vaccinés. On ne peut pas chercher les noms. Fermez les micros.
vous devez quand même sentir de la transition ما بين داكشي ديال الليسي ديال لا فكره vous êtes chercheur maintenant اللي ما بغاش يكبر ما كيكبرش. On continue. Donc, au sens contraire, une exportation entraîne une entrée de devises, conversion d'IRA. Donc, lorsque cet exportateur va acheter des marchandises, donc on aura une sortie de devises. Et elle va les acheter avec les devises. Donc, une sortie des devises, c'est une distinction de la monnaie. Et qui va juger qu'il y a une distinction de la monnaie? C'est la Banque centrale à travers le contrôle de ces agrégats. Et elle va, c'est-à-dire quantifier, c'est-à-dire le nombre des opérations et, c'est-à-dire ajuster, est-ce qu'on a une création ou une destruction? C'est quoi? C'est la différence entre les devises entrées moins les devises sorties. Donc, au sens contraire, une exportation entraîne une entrée de devises. Oui, parce que, par exemple, l'exemple qu'on a déjà discuté, lorsque l'exportateur vend ses marchandises à l'extérieur, en contrepartie des devises, donc il va recevoir des devises, elle va les déposer c'est-à-dire chez sa banque, donc la banque va, c'est-à-dire déposer à son tour les devises auprès de la Banque centrale. La Banque centrale va les stocker dans un stock réservé de devises et elle va faire travailler sa planche à billets par la suite pour créer la monnaie nationale contre ces devises-là. Et ainsi de suite. Les avoirs extérieurs nets. Les avoirs extérieurs nets, c'est les avoirs extérieurs nets de la banque plus les avoirs extérieurs des autres institutions de dépôt. C'est-à-dire l'entrée moins les sorties de devises de la banque et l'entrée et moins les sorties de devises auprès, c'est-à-dire des banques commerciales. C'est ça les avoirs extérieurs nets de la banque. Il s'agit des créances nettes de la banque sur les non-résidents qui correspondent à la différence entre les avoirs extérieurs de la banque moins l'engagement extérieur de banque, c'est-à-dire ces dettes envers les non-résidents. Et lorsqu'on dit les non-résidents, c'est les devises. Les avoirs extérieurs pour la définition des avoirs extérieurs de la banque, c'est les réserves internationales moins entre actifs extérieurs. C'est juste la définition. Les réserves internationales. C'est les devises. Les réserves internationales, aussi les avoirs officiels de réserve, sont composés dernièrement, c'est-à-dire dans les rapports de la Banque centrale, on a les avoirs officiels de réserve. Au lieu de réserve internationale, donc ils ont utilisé les avoirs officiels de réserve. C'est les avoirs en or monétaire, les avoirs en droits de tirage spéciaux et les avoirs en devises convertibles et la position de réserve des marques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, les droits de tirage spéciaux. On dit الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك
Donc, les droits de tirage spéciaux, c'est un instrument monétaire international créé par les FMI pour compléter les réserves officielles existantes du pays membres. Plus de détails, on va revenir sur ce concept après. Donc, les autres actifs extérieurs, on a des titres de participation auprès des agents non résidents, la souscription au Fonds monétaire arabe, par exemple, les engagements extérieurs de la banque, engagement en devise à court terme de la banque à l'égard des non-résidents. Par exemple, lorsque des non-résidents vont déposer certaines sommes d'argent en devise auprès d'une banque commerciale, donc la banque commerciale s'engage c'est-à-dire c'est un engagement de la banque centrale auprès de ces investisseurs étrangers. Donc pour la banque, c'est une dette. Et pour les investisseurs, c'est une créance. Les réserves internationales neutres. Le manuel de la balance de paiement définit les réserves internationales nettes comme étant les avoirs officiels des réserves d'un pays se composent des avoirs extérieurs qui sont à la disposition immédiate sous le contrôle des autorités monétaires et qui leur permettent de financer directement les déséquilibres de balance de paiement et de régulariser indirectement l'ampleur de ces équilibres, ainsi de suite. Donc, le droit de tirage spéciaux est un actif de réserve internationale créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ces pays membres. En mars 2016, 204 milliards de droits de tirage spéciaux avaient été créés, alloués aux pays membres, soit l'équivalent de 285 milliards de dollars. Donc, la spécificité des droits de tirage spéciaux, c'est qu'ils peuvent être échangés contre les devises vraiment utilisables. Les avoirs extérieurs nets des autres institutions des dépôts. C'est l'exemple, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté, qu'on a déjà cité. Par exemple, l'exportateur marocain qui va exporter ses marchandises, qui va vendre ses marchandises à l'extérieur contre les devises. Donc, elle va déposer les devises à lui auprès ou chez sa banque. Donc, à des avoirs extérieurs, on a les devises qui constituent la contrepartie de la banque. Il s'agit des créances nettes des autres institutions de dépôt sur les non-résidents et correspondant à des avoirs extérieurs bruts, moins l'engagement extérieur ici. Les avoirs. شكون هاد الباسل هذا اللي باقي كيكحب هكا في الميكرو؟ ما عرفتش. مشيت ما فهمتيش خصنا حنا الفو كومين ريسبكت راح نفكر واش كتبين زعما راك قفاز ولا شنو تبرز الاستاذ تبرز الطلبه شنو زعما كبير شي واحد دخل الميكرو ولكن سمعني لك حبه في الميكرو ولكن ما كيطلع حتى شي واحد ما عرفتش ما كيطلعش غير مخبي غير باسل شي واحد الميكرو كيبان بلا راحو عرفت يعني هذا غير باسل هذا غير برزتو باقي صغير في عقلو انا لو كان كبير ما غيديرش هكا ما يحترمنا ويحترمكم شوما كومين راه قلنا لك راه اللي ما غيحس بلا ترانزيسيون ان ما بقاش في ليسي ولا في الجامعه ولا شرشم راه ماشي المشكل في الجامعه ولا مشكل في البلاد المشكل انه هو ما كيتادابطاش خصك تادابطا مع الشونجمون ديالك صافي داكشي اللي ديال الضحك وداكشي من بعد ولا داكشي راه داز كبر شويه
ما تخليناش ننزل للنص. Les créances des autres institutions du dépôt sur les non-résidents sont constituées notamment du numéraire en monnaie étrangère. Sont constituées notamment du numéraire en monnaie étrangère, c'est-à-dire les devises déposées par les exportateurs, par exemple, les dépôts auprès des correspondants extérieurs, c'est-à-dire parfois on a des Marocains qui ont des comptes à l'extérieur, des crédits accordés aux non-résidents. Par exemple, ici au Maroc, les banques commerciales peuvent accorder des crédits aux non-résidents français, aux étrangers. Il s'agit des créances, maintenant, les avoirs extérieurs nets des autres institutions de dépôt. Il s'agit des créances nettes et des autres créances nettes des autres institutions de dépôt sur les non-résidents. C'est la même chose. Donc, l'impact des avoirs extérieurs nets. La hausse des avoirs extérieurs nets augmente la masse monétaire. Lorsque la Banque centrale, par exemple, on va toujours faire rappel à l'exemple qu'on a déjà discuté. Lorsque l'exportateur va déposer donc les devises à la banque commerciale. À son tour, la banque commerciale, elle va chercher, c'est-à-dire les contreparties de ces devises qui est la monnaie nationale auprès de la Banque centrale. Dès que la Banque centrale va, c'est-à-dire recevoir avec les devises, elle va les stocker dans le stock et elle va faire travailler la planche à billets pour créer, c'est-à-dire la monnaie nationale contre ces devises-là. Donc la hausse des avoirs extérieurs nets augmente la masse monétaire, créer plus de monnaie, alors que la baisse des avoirs fait baisser la masse monétaire. C'est l'entrée de devises et la sortie de devises. Lorsque cet exportateur-là veut, par exemple, acheter des matières premières à l'extérieur, elle va demander des devises auprès de sa banque. La banque peut, c'est-à-dire demander des devises auprès de la Banque centrale. Et c'est à ce moment-là qu'on a des sorties de devises. Et les sorties, c'est une distinction. Mais toujours, on doit se référencer aux avoirs extérieurs. Mais ça veut dire, c'est l'entrée moins la sortie. Si on a plus d'entrée, ça veut dire qu'on a une création monétaire. Si on a le contraire, ça veut dire qu'on a une destruction de la monnaie. Une destruction de la monnaie, de la masse monétaire. Et à ce moment-là, la Banque centrale, à travers ses agrégats, elle doit intervenir. Soit, si on a une sortie d'une destruction de la monnaie monétaire, donc elle doit injecter plus de monnaie pour avoir l'équilibre. Parce que la tâche principale de la Banque centrale, c'est quoi? C'est la stabilité des prix. Pour ne pas avoir l'inflation. Dans le cas où on a une création monétaire, un excès de la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu'on a, c'est-à-dire un excès, la Banque centrale doit intervenir aussi pour absorber la quantité supplémentaire. Comment? À travers des instruments qu'on va voir après, notamment les reprises, notamment les swaps de change, et ainsi de suite. Parce que le rôle principal de la Banque centrale, c'est quoi? C'est l'équilibre entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité économique. Est-ce que vous m'entendez? Chez Lamia Izine? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, on vous entend. Donc, les créances sur l'administration centrale, c'est-à-dire l'État. On a les créances sur le Trésor. Par exemple, supposons qu'on a déjà discuté de
le rôle du trésor dans l'économie à travers quoi? À travers les interactions entre les agents économiques. Au départ, nous avons dit que l'économie, c'est un ensemble des interactions entre le ménage, qui est le salarié, qui est le fonctionnaire, qui est c'est-à-dire le chef d'entreprise, et les entreprises. Les entreprises comme comme des unités de production. L'entreprise produit les produits, les biens, et aussi les services. Le ménage consomme, c'est-à-dire il achète les biens et les produits tout en donnant le prix qui est la contrepartie des biens et les produits. Mais, c'est-à-dire dans un autre volet, le consommateur offre du travail à l'entreprise, et l'entreprise, le chef d'entreprise donne du salaire en contrepartie de ce travail. Donc, le consommateur va utiliser une partie à la consommation et une partie à l'épargne, n'est-ce pas? L'entreprise et le salarié doivent payer l'impôt à l'État, au ministère des Finances, à la direction des impôts. Donc, l'État va rassembler les ressources, les recettes fiscales, et il va programmer des dépenses publiques, n'est-ce pas? Mais, c'est-à-dire dans des cas, même avec ces recettes, que ce soit des recettes fiscales ou des recettes de monopole, comme les recettes les recettes fiscales ou les recettes du monopole, par exemple, les recettes de phosphate ou de la pêche maritime, ainsi de suite. Donc l'État n'arrivait pas à assurer la couverture totale des dépenses publiques. Toujours, on a un déficit budgétaire. Toujours. Et c'est tolérable. On peut accepter un déficit budgétaire à l'ordre de 3 à 4%. Donc, à condition que, c'est-à-dire, l'économie soit soutenable. Quoi, soutenable? C'est-à-dire qu'on a des garanties qu'on va engendrer plus de PIB pour payer ses dettes, pour financer le déficit. Donc, pour que vous puissiez comprendre la partie liée à créance sur l'État, regardez, lorsque l'État programme des dépenses, par exemple la création plus des hôpitaux, la création des écoles, des routes, ainsi de suite, parfois il n'arrive pas c'est-à-dire à assurer le financement total de l'ensemble des projets. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'État, c'est-à-dire avec le rôle du trésor, parce que le trésor, c'est l'agent de l'État. Oui, qui représentait l'État, c'est-à-dire dans le c'est-à-dire dans le contrôle de quoi? Le contrôle des dépenses d'IA. Donc, chaque ministère, il a son propre budget. وإننا ماشي الوزاره كيباي هذوك الناس اللي كيخدموا ولا مثلا وزاره التجهيز اللي كدير لي غوت راه سي لو مينيستير كي va payer هذوك les entrepreneurs. Non, le ministère va juste organiser c'est-à-dire contrôler et organiser les tâches, mais le paiement c'est le trésor qui paye, parce que le trésor c'est l'agent de l'État, c'est le représentant de l'État. Et parfois le trésor n'a pas assez d'argent pour payer la totalité des dépenses. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va émettre des bons de trésor. Donc, lorsqu'il va émettre des bons de trésor, c'est les banques commerciales qui vont les acheter. Même les banques commerciales, c'est-à-dire, ils doivent garder quand même une partie de ces bons dans leur portefeuille, et ils peuvent aussi, c'est-à-dire négocier ces bons de trésor, c'est-à-dire faire les échanges avec ces bons de trésor, et aussi le trésor peut c'est-à-dire vendre les bons de trésor aux ménages, aux entreprises, et ainsi de suite. Donc c'est ça les créances sur le trésor, oui. Monsieur, les bons de trésor sont émis quand l'État est en besoin de financement. D'abord, c'est qui parle? Votre nom, mademoiselle?
Monsieur Salma Bendada. Salma Bendada, oui. Monsieur, les bancs de La trésor sont question, c'est émis, quoi la question? les bancs de trésor sont émis quand l'État est en besoin de financement. Oui, oui. Parce que c'est quoi le trésor? Le trésor, c'est l'agent de l'État. C'est l'agent qui contrôle les dépenses. C'est l'agent qui paye donc les dépenses de l'État. Et toujours, c'est-à-dire, on a dans l'économie dans sa globalité. Et lorsqu'on élabore le budget de l'État, on cherche le maximum possible d'avoir un équilibre. C'est quoi l'équilibre? Ça veut dire que les recettes couvrent la totalité des dépenses. C'est ça le budget. Le budget, on a deux parties. Une partie réservée aux recettes, aux ressources, et une partie aux dépenses. Mais, c'est-à-dire, dans n'importe quel pays, on a toujours un déficit budgétaire. C'est quoi un déficit budgétaire? Même aux États-Unis, on a des déficits budgétaires. Ça veut dire que les dépenses sont plus importantes que les recettes. Ça veut dire que les dépenses dépassent les recettes, les ressources. Et pour financer de la partie aide, le Trésor peut intervenir, donc, c'est-à-dire dans le marché monétaire et chercher le financement à travers l'émission des bons de Trésor. Qui a هو les bons وكياخذ الفلوس. En contrepartie, il y a tel intérêt un an, 2 ans. L'État s'engage à payer donc les intérêts. وكيكونوا les bons de Trésor يعني assurés, ما فيهمش le risque. وكياخذوهم les banques ou les banques qui peuvent les échanger. Ils peuvent les échanger contre. شكون اللي كيطلق هذه الموسيقى واش نتوما كتسمعوها؟ وي ماشي واحد كان سميتو كيدنا محمد. وهاد كيدنا هذا في اين جروب اين سيكسيون؟ معرفتش جو سي با. هاد كيدنا هذا خصو يكون بعقل. واش فهم دابا بلا احترمنا خرج دابا احترمنا حشومه تيوصل لهذا المستوى ما كيبقاش بنادم انه بعقلو شويه. شنو اكوا سير تجي غتبرز هاد الطلبه وهاد الاستاذ شنو؟ حنا مازال في ابتدائي في الثانوي في اعدادي شنو تخربيق. On continue. Donc, comme réponse à cette question, oui, l'État, à travers le Trésor, peut chercher le financement. Et d'ailleurs, on va voir dans le SCAT, dans les opérations d'adjudication des bons de Trésor, chaque fois, c'est-à-dire, on a dit, l'État cherche le financement dans le marché intérieur, et même, c'est-à-dire, dans la théorie économique, on a une théorie qui est fameuse, c'est lorsque les investissements publics chassent les investissements privés. Ça veut dire, c'est l'effet de levier. Regardez, lorsque l'État s'adresse, lorsque le Trésor lorsque le Trésor vend des bons de Trésor aux banques à l'intérieur, ça veut dire quoi? Il cherche le financement. Mais d'une manière générale, c'est les montants qui vont être donnés au Trésor dans l'économie. C'est-à-dire, ils ont été, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas des bons de Trésor, ces sommes d'argent vont financer des investissements privés. Alors que lorsque le Trésor vend les bons, donc c'est-à-dire ces sommes-là vont c'est-à-dire payer les dépenses de l'État. Ce qui va, c'est-à-dire réduire les investissements privés en contrepartie l'augmentation des investissements publics. On va voir cette théorie après. Donc les créances sur le Trésor, les créances de la banque et d'autres institutions de dépôt sur l'administration centrale. Bendada, est-ce que vous m'entendez? Bendada. Oui, monsieur, je vous entends.
C'est-à-dire, vous avez Oui, j'ai vous avez compris. écouté la réponse? Oui, merci beaucoup, monsieur. Donc, les créances de la BAM, facilité de caisse consentie conformément aux dispositions des statuts. Les bons de trésor acquis sur le marché secondaire pour les besoins de la conduite de la politique monétaire. Donc, les créances, c'est les bons de trésor, c'est les facilités de caisse consenties, parfois, c'est-à-dire, mais selon le statut de Banque Maghreb. Regardez, lorsque la Banque centrale finance le trésor, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire tourner la planche à billets et créer, dans ce cas, créer là, les billets. Donc c'est néfaste pour l'économie. Parce qu'on pourra avoir l'inflation. Mais, selon le statut de Banque Maghreb, la Banque centrale peut donner des facilités de caisse. Le trésor. À condition de 10% là. La Banque centrale doit être neutre. La Banque centrale, la tâche d'elle, c'est le contrôle de la quantité de masse monétaire. Elle doit avoir seulement des relations avec les banques commerciales. Mais, selon le statut, c'est-à-dire que la Banque centrale peut donner des facilités de caisse au trésor. Et l'État, à travers le trésor, peut prendre des prêts et, c'est-à-dire, payer les dépenses. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire, lorsqu'on a un surplus de liquidité de trésor, parce qu'on sait bien que le trésor, c'est quoi? On représente l'État, et l'État, il centralise des recettes, c'est-à-dire les taxes, les recettes du phosphate, les recettes du pêche maritime, ainsi de suite. Et il paye les dépenses. Parfois, l'État dépasse un surplus, c'est-à-dire il couvre la totalité des dépenses. Là, c'est un moment qui couvre le flou, c'est le trésor. Donc, comment les dépôts du trésor auprès de la Banque centrale? Les dépôts du fonds Hassan II pour le développement économique. Le fonds a été créé en 2000. Les recettes de la privatisation, lorsque l'État a privatisé l'office de télécommunication, donc, il y a les opérations de privatisation qui confirment des sommes colossales. Donc, les sommes qui étaient le fonds Hassan II pour le développement. Ce fonds sert à financer les projets d'infrastructure, ainsi de suite. Donc, les flux sont déposés auprès de la banque. Donc, c'est un engagement de la banque. Autres dépôts des organismes faisant partie de l'administration centrale qui sont ouverts auprès des guichets de la banque extérieure. Par exemple, Barid el Maghreb, avant qu'il soit une banque. Maintenant, c'est Barid Bank. Les créances des langues, ce sont des titres autres qu'actions représentés par le portefeuille des bons du Trésor, dépôt des banques chez le Trésor, les crédits accordés à toute unité d'administration centrale. Donc, les engagements des institutions, par exemple, les disponibilités de l'administration centrale auprès des banques, fonds spéciaux de garantie destinés à garantir le crédit, le CCG, la caisse centrale de garantie. Elle garantit les crédits, par exemple, donc les crédits qui ont été octroyés aux petites et moyennes entreprises à cause de la pandémie Covid-19, d'Aman Oxygène, d'Aman Relance. C'est la CCG qui garantit donc les crédits. Mais c'est les banques commerciales qui ont octroyé à l'ECH parce que la Banque centrale a baissé le taux d'électeurs et a injecté plus de liquidités. Pourquoi? Pour que les banques commerciales puissent donner plus de crédit à ces entreprises-là
Et ces entreprises-là vont, c'est-à-dire, faire des investissements et vont faire face aux effets ou à l'impact négatif de la pandémie. Les créances de banque sur l'État ont sensiblement baissé en relation avec le renforcement de son indépendance consécutivement à la réforme de son statut de 2006. Donc, ce qu'on a déjà dit, c'est que selon le statut de Banque Maghreb peut donner des avances à la c'est-à-dire des facilités de caisse à la Banque centrale, mais c'est-à-dire mais en contrepartie. Mais c'est-à-dire ces avances statutaires sont limitées, selon le montant, c'est-à-dire selon les modalités. La BAM a été interdite d'accorder un financement direct au Trésor en période normale. De même, la facilité de caisse a été sévèrement encadrée. Donc, la Banque centrale peut donner des crédits, des avances à la Banque centrale, mais sont encadrés, sont contrôlés par l'État. Les créances sur l'économie. Par exemple, lorsqu'un ménage qui veut, c'est-à-dire acheter... Monsieur. Oui. Oui. Oui, oui. Qui parle? كتسمعوني؟ Oui, كنسمعك. Oui, qui parle? Est-ce qu'il y a une question? سيد لك ممكن تعاود J'ai pas bien entendu. شنو عاود؟ لك ممكن تعاود هذه الفقرة الأخرى. Ah oui, oui. Donc, nous avons dit que la banque centrale, c'est-à-dire dans toutes les banques centrales, à travers le monde, il est interdit que la Banque centrale finance l'État, finance le Trésor. Pourquoi? Parce que si on finance le Trésor, c'est une injection de monnaie. C'est la planche à billets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Et lorsqu'on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, c'est l'inflation. Donc, le statut de la Banque Maghreb ou les statuts des banques centrales, la Banque centrale peut donner des facilités de caisse, des crédits, le Trésor, mais il est encadré à ne pas dépasser à certaines sommes, jugées par la Banque centrale. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'inflation et pour contrôler la stabilité des prix. Parce que c'est quoi le rôle de la Banque centrale? C'est la stabilité des prix pour ne pas avoir l'inflation, alors que dans l'économie, les ménages, c'est-à-dire ils ont cette fonction de consommer, d'offrir le travail, l'entreprise la production, l'État à travers, même, par exemple le ministère des Finances, il peut, c'est-à-dire c'est-à-dire centraliser donc les impôts, mais c'est-à-dire programmer des dépenses. خالد جلالي سعيد الدراري شكون الحصة اللي فاتت تيصيفطونا في واتساب؟
Zineb, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on continue. Les créances sur l'économie. Lorsque, par exemple, un ménage veut acheter une voiture, donc il demande un crédit auprès d'une banque. Si la banque va lui donner le crédit, donc c'est une créance sur l'économie. Parce que l'économie est représentée par quoi? Attendez. Donc, vous m'entendez? Oui, Donc, on avait dit que si, c'est-à-dire un ménage va chercher un crédit, et supposons que la banque va lui donner ce crédit-là, donc c'est une créance sur l'économie. Les créances sur l'économie englobent toutes les créances des institutions de dépôt sur les secteurs intérieurs. Donc, parce que l'économie est composée par les ménages, les entreprises, ainsi de suite. Et les institutions de dépôt sont les banques commerciales. Les banques commerciales octroient des crédits, que ce soit aux ménages ou là, aux entreprises pour faire des investissements. Donc, les crédits, ce sont des créances sur l'économie. Les créances de Banque Maghreb sur l'économie sont constituées majoritairement des avances et crédits accordés à son personnel, tandis que celles des autres institutions de dépôt comprennent titres émis par les détenteurs de la monnaie et acquis par les banques et les officiels monétaires, ainsi que les crédits qui font l'objet de plusieurs ventilations, par objet économique, par secteur أستاذ institutionnel. ما كنسمعوا والو أستاذ. دابا كتسمع؟ سي كنسمعو. أستاذ ما بقينا كنسمعوا والو. واه دابا كتسمع؟ زينب كتسمعي؟ وي وي كنسمع. هذا اللي دابا تكلم كتسمع؟ جو بونس من عنده. والو أستاذ بزاف الصداع. لا جو بونس وراه من من عنده. عندك من عندك ماشي من عندها، هما لي زوتر كيسمعوا. البروف كنسمع. شوف الميكرو ديالك، شوف الكاسك ديالك ولا لي زياد ديالك. Donc on continue. Les créances de Banque Maghreb sur l'économie sont constituées majoritairement des avances de crédit accordées à son personnel. Donc, par exemple, la Banque centrale, l'association les œuvres sociales, il peut, c'est-à-dire octroyer des crédits à son personnel. Donc pour acheter les logements, pour acheter les voitures, et ainsi de suite. Donc, les avances sont des créances de Banque Maghreb sur l'économie, parce que c'est-à-dire les fonctionnaires sont fait partie des ménages, si on va analyser par bloc. Tandis que celles des autres institutions de dépôt, c'est-à-dire les banques commerciales, comprennent les titres émis par les détenteurs de la monnaie
et acquis par les banques, les offices ce sont juste des types d'IL. Mais d'une manière générale, les crédits donnés par les banques commerciales, c'est-à-dire ce sont des créances sur l'économie, par objet économique, par secteur institutionnel, par secteur d'activité, à court terme, à moyen terme, par type. Les créances sur l'économie, c'est les comptes débiteurs et l'exemple de ventilation par objet économique. Compte débiteur et crédit de trésor, crédit à l'équipement. Parfois, on a des ménages qui demandent des crédits, c'est-à-dire pour acheter l'immobilier, pour acheter une maison. Et aussi, on a des crédits des entreprises pour, c'est-à-dire construire les bâtiments, ainsi de suite, l'équipement. Et crédit à la consommation pour acheter des voitures, ainsi de suite. Créances diverses sur la clientèle. Les créances en souffrance. Les créances en souffrance, ce sont des créances, par exemple, à cause de la pandémie Covid-19, on a des ménages, des entreprises qui ont des difficultés pour, c'est-à-dire payer avec les crédits qui ont été pris avant la pandémie. Donc, pour la banque, alors, ce sont des créances en souffrance. C'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude que c'est-à-dire ces créances-là vont être, ou ces dettes-là vont être payées. Les autres éléments, ressources à caractère non monétaire et autres postes nets, les ressources à caractère non monétaire, c'est le capital et les réserves des institutions de dépôt, les engagements non monétaires, c'est juste des définitions du bloc. Les engagements non monétaires des autres institutions de dépôt, notamment les dépôts réglementés et de garantie, les emprunts subordonnés, les certificats de dépôt émis et ayant une durée résiduelle supérieure à 2 ans. C'est juste un type de définition. Les autres postes nets correspondent à l'écart entre les éléments de l'actif et du principe des institutions de dépôt non retenus dans le calcul de la masse monétaire au sens large, c'est-à-dire non retenus dans le calcul de M3. C correspond à l'écart entre les éléments de l'actif et le passif de les institutions de dépôt. Les institutions de dépôt, les banques. Donc, puisque le trésor, c'est un secteur neutre, c'est-à-dire qu'il n'émet pas l'argent, puisque le trésor émet la monnaie, c'est-à-dire les dépôts, puisque dernièrement, il y a des agences de trésor. Les agences de trésor qui sont في السنتر-ville, les trésors comme une banque, il peut constituer des dépôts à vue et des dépôts à terme. Peut-être des fonctionnaires, donc des comptes trésor, des comptes bancaires trésor. يعني le virement du salaire ديالهم كيدوز le trésor, l'agence bancaire ديال trésor, sans qu'il y ait une contrepartie explicite. هو راه نوتر وين راه عنده هذه الفوكاسيون قليله، ماشي ما كتلقاش بان عنده بزاف ديال لي زاجونس في التريتوار كامل، قليل غير احدى الوزارات كاينين دي زاجونس ديالو. يعني راه il peut constituer des dépôts, c'est-à-dire des dépôts à terme. Le circuit monétaire sans contrepartie ما داخلينش. Donc le trésor ne donne pas de crédit mais gère des avoirs extérieurs. On doit ajouter le montant émis par lui en tant que contrepartie. C'est la raison pour laquelle la contrepartie des dépôts au trésor, la masse monétaire. سواء ما كيعطيش دي كريدي غير ديك لي ديبو افي وديك لي ديبو ا تيرم ديالو اللي كيكونوا هما اللي كيخليو ديك لا كرياسيون الناس تكون عندها لا كونتربارتي. باش خصنا نديروها كنزيدوها في لا ريغل الاخرانيه. La forme générale devient contrepartie de la masse monétaire égale quoi? Les avoirs extérieurs nets, les créances sur l'administration centrale, les créances sur l'économie, moins les RCNM, les APN, plus les contreparties des dépôts au trésor. Les ressources à caractère non monétaire. Les ressources à caractère monétaire,
et autres postes nets. Et autres postes nets, ouais, on doit ajouter les contreparties du dépôt du trésor. Nous donne M3. C'est la forme générale des contreparties. Les formes générales les avoirs extérieurs nets, les créances sur l'administration centrale, on fait les créances sur l'économie, moins les ressources à caractère non monétaire et les autres postes nets, plus les contreparties du dépôt de trésor. On a deux méthodes. La méthode actuelle et la méthode ancienne. La méthode actuelle, je fais les recettes internationales nettes, plus les créances nettes sur l'administration centrale, plus les créances sur l'économie, moins les recettes à caractère non monétaire, plus autres contreparties de la masse monétaire. Il y en a qui font vague. L'ancienne, quand qui dit le trésor pour nous, ou les autres postes nets pour nous. C'est ça la différence. Les avoirs extérieurs nets, les créances nettes des administrations centrales, plus les créances sur l'économie, moins les recettes, les ressources à caractère non monétaire, plus les autres postes nets, plus les contreparties de trésor. Donc, ça fait 2 ans à 3 ans, c'était une question d'examen de nos données à les règles. Les contreparties de la masse monétaire selon la méthode actuelle et selon la méthode ancienne, c'est-à-dire de nous donner juste les formules d'ILO. Donc, pour cette partie, d'abord, je préfère c'est-à-dire qu'on va attaquer les modalités. D'une manière générale, cette séance, c'était juste pour discuter des contreparties de la masse monétaire. Et c'est quoi les contreparties de la masse monétaire? C'est-à-dire l'origine derrière la création monétaire. Et nous avons déjà vu dans les agrégats monétaires, par exemple M3, il y a les billets, il y a les pièces divisionnaires, les dépôts, les comptes à terme, Donc derrière, il y a les avoirs extérieurs nets, par exemple, l'économie, puisque notre économie est ouverte et n'importe quelle économie, elle a c'est-à-dire des relations avec l'extérieur. Donc on a des exportations et d'importations. Et l'importation et l'exportation sont représentées par des avoirs extérieurs. Les créances sur l'administration centrale, c'est-à-dire les bons de trésor, ainsi de suite. Les créances sur l'économie, c'est les crédits octroyés aux ménages, aux entreprises, ainsi de suite. Et les ressources à caractère non monétaire, les autres contreparties de la masse monétaire, par exemple, donc les dépôts à vue ou les dépôts à terme, viennent le trésor, viennent les agents de trésor. Ça, d'une manière simple. Les contreparties regroupent, c'est-à-dire convergent vers les deux formules, l'ancienne formule, c'est-à-dire l'actuelle formule, c'est-à-dire la composition, les origines derrière la création monétaire qui constitue, c'est-à-dire la composante principale des agrégats monétaires. Donc, est-ce qu'il y a des questions? La mienne, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Zénep, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, la prochaine fois, on va attaquer la création monétaire ou après, moi, une séance, on les TD de la création monétaire. D'accord. Je pense que c'est moi qui va garantir des exercices et après, on va enchaîner vers les autres chapitres. Mais grosso modo, d'une manière générale, ici, juste un rappel, c'est-à-dire du cours. Durant ces séances-là, nous avons vu quoi? Nous avons vu la définition de la masse monétaire, l'importance c'est-à-dire des monnaies dans le circuit économique, et nous avons dit que l'économie est composée c'est-à-dire des blocs, des ménages, des entreprises, de la Banque centrale, de l'État. Et chaque bloc, c'est-à-dire chaque agent, a des fonctions particulières, notamment par exemple le ménage consomme et offre du travail, les entreprises produisent
et paye les salaires, ainsi de suite. Et l'État centralise les recettes, les impôts, et programme des dépenses publiques. Et les entreprises exécutent des dépenses. Donc, la Banque centrale, son rôle principal, c'est quoi? C'est le contrôle de la masse monétaire, n'est-ce pas? Et nous avons passé, c'est-à-dire à la définition de la monnaie, qui est un ensemble des moyens de paiement, tout en citant les fonctions, les travaux principales fonctions, intermédiaire d'échange, unité de valeur, un moyen d'épargne, et aussi nous avons discuté les formes, le troc, monnaie marchandise, monnaie scripturelle, monnaie fiduciaire, monnaie électronique, et après nous avons aussi cité les secteurs de la monnaie, les émetteurs de la monnaie, le secteur neutre, les détenteurs de la monnaie. Et aussi, nous avons cité les contreparties, c'est-à-dire le régime derrière la création de la monnaie. Nous avons dit qu'il y a les avoirs extérieurs nets, les créances sur l'économie, par exemple les crédits sur la consommation, les crédits sur les entreprises, ainsi de suite. Les crédits aussi, c'est-à-dire les bons de trésor sur l'administration centrale, les autres contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire les contreparties de trésor, et ainsi de suite. Donc, d'une manière générale, c'est un fil conducteur qui nous donne, c'est-à-dire le rôle et la définition et l'importance de la monnaie dans l'économie. Maintenant, on va passer à la création monétaire. Comment la monnaie est-elle créée et comment peut-on, c'est-à-dire quantifier la création à travers le multiplicateur et le diviseur de crédit? C'est-à-dire après cette partie-là, on va enchaîner vers les exercices pour que vous puissiez toucher de plus près, c'est-à-dire la création. Donc, est-ce qu'il y a des questions?